Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Adrien depuis Lille. Je fais ce direct car il m'apparaît utile de vous faire le compte-rendu de la réunion à laquelle je participais ce matin, la réunion à Matignon, à l'invitation du Premier ministre, une réunion qui regroupait pour la quatrième fois l'ensemble des chefs de parti, mais également des présidents de groupes parlementaires. C'est donc la quatrième réunion à laquelle nous avons participé depuis le 27 février, date à laquelle s'était tenue la première. La suivante avait eu lieu le 12 mars, 3 jours avant le premier tour de l'élection municipale. Et la dernière que nous avions eue en date avant ce matin était le 17 mars, c'est-à-dire le jour où Emmanuel Macron a fait ses annonces le soir même, sans d'ailleurs que ces annonces furent l'objet de la discussion que nous avions eue le matin même. C'est la deuxième fois que ce format de réunion se fait, bien évidemment, cette fois en visioconférence. Alors bon, c'est un petit peu pléthorique parce que de fait, on est quelques 45 personnes connectées. Ce matin, je m'y trouvais donc en ma qualité de coordinateur de la France Insoumise, accompagné de Mathilde Panot, ma collègue et amie vice-présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, qui remplaçait Jean-Luc Mélenchon, qui avait un petit problème technique ce matin après avoir participé à la mission d'information à l'Assemblée nationale hier soir. Vous avez sans doute suivi cela. Donc 45 personnes, ça fait beaucoup de monde, et autant vous dire que dans le délai contraint qu'avait à nous accorder le Premier ministre, clairement tout le monde n'a pas pu prendre la parole. Le Premier ministre a donc privilégié les personnes qui n'avaient pas eu l'occasion de l'interroger hier lors de la mission d'information à l'Assemblée nationale, raison pour laquelle, pour la France Insoumise, j'ai été le seul ce matin à pouvoir prendre la parole. Ça me paraît utile de vous faire un petit compte-rendu, un petit point d'étape de ces réunions et de ce qui s'y dit, puisque vous pouvez tout à fait, et vous devez d'ailleurs, en être informé. Mais c'était la dernière fois que cette réunion se passait dans ce format-là, parce qu'il est effectivement, je le dis, trop nombreux. Donc la décision qui a été prise, c'est désormais de faire des points d'étape, l'un réservé aux chefs de parti et l'autre réservé aux présidents de groupe parlementaires, ce qui divisera du coup l'effectif en deux. La prochaine réunion est prévue dans 15 jours avec les présidents des groupes parlementaires, et 15 jours plus tard, eh bien, il y aura une nouvelle réunion avec les chefs de parti. Ce matin, pour le gouvernement, y participait donc le Premier ministre, Édouard Philippe, qui est l'organisateur de cette réunion, Olivier Véran, le ministre de la Santé, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, mais qui n'est pas intervenu, et Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui n'est pas non plus intervenue. Je vais vous faire un compte-rendu qui est pas exhaustif, mais disons de ce qu'il faut retenir de cette réunion. Bon, d'abord, on peut saluer, disons, la disponibilité du gouvernement pour ce type de réunion d'information, et on la salue, pour autant qu'elle ne retire rien au caractère d'improvisation qui en résulte, et notamment, vous allez le voir, des nombreuses questions que soulèvent les contenus qui nous ont été déployés, plus que de réponses que nous obtenons à des questions claires que nous posons. Ils sont donc disponibles pour la discussion avec nous, mais le sentiment général à l'issue de la réunion reste tout de même celui d'une navigation à vue et donc de carence en matière de planification, raison pour laquelle nous insistons sur ce point avec Jean-Luc Mélenchon depuis plusieurs jours. J'ai eu l'occasion d'interroger le Premier ministre sur plusieurs points. La première question que j'ai posée concerne les travailleurs pour lesquels l'activité se poursuit en période de confinement. Vous le savez, 3 travailleurs sur 5 n'ont pas l'occasion de réaliser leurs tâches en télétravail. Et qui plus est, il y a les secteurs indispensables à la vie du pays qui ne peuvent pas s'arrêter en période de confinement puisque nous en avons besoin, mais il y a aussi tous les autres secteurs qui ont décidé, parce qu'il n'y a pas de mot d'ordre contraire du gouvernement, de poursuivre leur activité dans la période. Et ma question portait sur la protection sanitaire assurée, les formes de protection assurées de ces travailleurs, qui, s'ils doivent continuer leur activité, doivent pour le moins être assurés de le faire en toute sécurité. Et nous avons beaucoup d'alertes de terrain qui nous indiquent que ces protections ne sont pas à la hauteur. Et donc j'interrogeais le gouvernement sur le fait de savoir quelles étaient les mesures précises qu'il entreprenait pour vérifier que les salariés sur le terrain bénéficiaient de ces protections. J'ai également précisé au Premier ministre que cela fait maintenant plusieurs semaines que nous réclamons à ce titre que soit établi clairement, comme l'ont fait certains de nos voisins européens, par exemple l'Espagne, la liste des secteurs indispensables à l'activité du pays en période de crise,
pour que l'ensemble des autres qui ne sont pas membres de cette liste puissent respecter les consignes de confinement. J'avais eu l'occasion de vous dire précédemment que le gouvernement nous avait toujours refusé l'établissement de cette liste, préférant traiter au cas par cas, sauf qu'en réalité, lors d'un édito, j'avais alerté sur le fait que cette liste, elle existe, ils l'ont établie, non pas pour permettre à tous ceux qui n'en seraient pas d'aller se confiner, de respecter la consigne présidentielle qui consiste à dire restez chez vous, mais pour augmenter drastiquement le temps de travail et le porter à 60 heures dans ces secteurs dits essentiels. Et donc j'alertais le gouvernement sur ce choix, qui est un choix en contradiction avec le choix que font certains de nos voisins. Le Premier ministre lui-même, lors d'une précédente réunion, avait fait intervenir devant nous un professeur, un grand professeur, qui nous avait expliqué que les méthodes de confinement nécessitaient pour être efficaces d'être les plus englobantes possibles. On avait d'ailleurs eu l'occasion de parler des personnes sans abri, des personnes les plus fragiles, des migrants, et il avait considéré qu'il fallait veiller à englober un maximum de personnes, parce que si on n'englobe pas un maximum de personnes, eh bien les mesures de confinement, elles sont en quelque sorte moins efficaces, et le fait que beaucoup de personnes ne respectent pas de fait les mesures de confinement peut atteindre et nuire à l'efficacité de ce confinement. Eh bien pour nous, il en va de même sur ces secteurs non indispensables qui décident malgré tout de poursuivre l'activité et parfois avec de vraies failles dans la protection des salariés. J'ai donc eu l'occasion de poser cette première question et je viendrai après sur les éléments de réponse qui m'ont été apportés puisque j'ai posé plusieurs questions d'un bloc puisque bien évidemment on n'a la parole qu'une fois dans ces cas-là. De la même manière, j'ai eu l'occasion de réinsister sur le manque toujours considérable qui nous est remonté de matériel pour les personnels de santé et les personnels soignants. Le gouvernement n'arrête pas de communiquer sur le fait que précisément le matériel et notamment les masques sont d'abord réservés au personnel de santé, au personnel soignant, sauf que vous le savez, vous le voyez, ça se raconte, ça se dit beaucoup, il y a effectivement beaucoup de soignants qui n'ont toujours pas accès à ces masques. Je pense bien évidemment à la difficulté qu'on a à s'en procurer même dans le secteur hospitalier, mais je pense aussi aux infirmières, aux infirmiers qui agissent en libéral, qui vont à domicile, je pense aux auxiliaires de santé et tout ce monde qui n'a toujours pas accès au matériel rudimentaire face au Covid-19, malgré les annonces du gouvernement sur une relance de la production, malgré les annonces sur les nombreuses commandes qui ont été passées à l'international. Beaucoup de soignants, à l'heure où l'on se parle, agissent encore avec la débrouille, le système D, mais n'ont pas accès à ces masques. Clairement, sur la gestion des masques, l'impression, le sentiment qui est donné, qui est très clair, c'est que plus que d'avoir un discours, une parole publique basée sur des consignes sanitaires, on a des paroles publiques qui gèrent la pénurie, en quelque sorte, et donc beaucoup effectivement de secteurs qui devraient pouvoir bénéficier de masques, eh bien à cette heure n'en ont pas, et surtout les soignants qui sont prioritaires n'en ont pas tous. Ensuite, évidemment, il a été notamment question, même si je dois vous avouer que dans cette période de pic épidémique, ça n'a pas été notre préoccupation majeure, vous l'imaginez bien, de l'hypothétique second tour des élections municipales. J'ai eu l'occasion de relever auprès du Premier ministre les doutes que le gouvernement exprimait sur la capacité de tenir ce second tour des élections municipales le 21 juin et de dire que ces doutes à la France insoumise, nous les partagions. Il nous apparaît assez peu probable, vu la situation, qu'un second tour de l'élection municipale, si tant est que cela nous intéresse en plus dans une période aussi catastrophique que celle-ci, ne se tienne le 21 juin, que les gens aient l'occasion de retourner en campagne et surtout qu'on ait toutes et tous la tête à ça dans cette période. Vous savez que la loi qui a été votée au Parlement sur cette affaire établit qu'à la date du 23 mai, le conseil scientifique qui entoure le président de la République et le gouvernement remettra un rapport sur la faisabilité ou non de ce second tour de l'élection municipale dans le contexte que nous connaissons. Pour nous, c'est clair, une chose est sûre, c'est que nous avons demandé ce matin au Premier ministre d'être véritablement cette fois consulté là-dessus. Parce que nous jugeons effectivement que ça ne serait pas raisonnable, mais la dernière fois, souvenez-vous-en, ils sont allés raconter que les différentes formations politiques avaient été consultées et sollicitées sur le maintien du premier tour de l'élection municipale, alors que, et j'ai eu l'occasion de le rappeler ce matin à Édouard Philippe, nous n'avions jamais été consultés dans aucune des réunions de ce cadre qu'il avait déjà convoqué à plusieurs reprises. Jamais la question nous a été posée, jamais notre avis n'a été sollicité. Donc je lui ai dit, bien cette fois, si vous avez des doutes sur le 21 juin, sachez-le, nous aussi nous en avons.
Mais puisque la précédente fois vous avez dit que vous nous avez consulté alors que ce n'était pas vrai, eh bien cette fois j'attends de vous que le moment venu vous puissiez véritablement le faire. Ça suppose toutes sortes de détails, mais là ça intéresse plutôt les équipes qui sont mobilisées autour de ces questions électorales. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le cadre pour vous en parler plus en détail, mais évidemment, pour faire simple, si l'élection ne devait pas avoir lieu, si le second tour ne devait pas avoir lieu le 21 juin, sachant que ce second tour concerne quelques 4000 communes, puisqu'il y a plus de 30 000 communes pour lesquelles le nouveau maire a été élu dès le premier tour, donc ça concerne 4000 à 5000 communes. Mais évidemment que si le second tour n'a pas lieu le 21 juin, eh bien, dans ces cas-là, l'élection serait reportée sans doute à l'automne prochain, et si c'était le cas, on referait l'ensemble de l'élection, c'est-à-dire que le premier tour serait annulé, à l'exception des endroits pour lesquels, dès le premier tour, le maire a été élu. Bon, voilà en gros ce qui en ressort pour aujourd'hui, ce qui suppose aussi pour les équipes de campagne des réponses quant au financement, parce que forcément, quand vous êtes parti en campagne, vous avez engagé de l'argent, et donc il faut pouvoir être remboursé, qui plus est, s'il faut repartir au combat et refaire l'élection, ce qui prouve bien que le maintien de ce premier tour était absolument déraisonnable. Et nous avons été mis devant le fait accompli, les amis, moi je dois vous le dire. C'est que, évidemment, à partir du moment où le gouvernement nous dit nous avons les éléments scientifiques, nous maintenons l'élection, même si nous avions de sérieux doutes et des raisons de penser que ce n'était pas raisonnable, comme force politique participant à l'élection, ça n'allait pas être à nous de dire pas d'élection. Le gouvernement le décide, il nous met devant le fait accompli. Eh bien effectivement, nous avons été mis devant le fait accompli. Mais désormais, puisque nous avons le temps de la réflexion, et puis puisqu'enfin il semble que le gouvernement ait bien le sentiment de devoir nous solliciter notre avis, eh bien nous le donnons. Et nous pensons que ça n'est pas raisonnable, et que donc le plus raisonnable serait effectivement le report. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'interpeller également Édouard Philippe, qui d'ailleurs avait un rendez-vous avec le président de La Poste juste après notre réunion, sur le fait que de plus en plus d'entre vous nous indiquent avoir des difficultés à procéder notamment à des retraits bancaires, notamment dans les agences de la banque postale, alors que beaucoup de familles, y compris dans les quartiers populaires, ne bénéficient pour leur retrait que de la carte de la Poste, et que beaucoup effectivement ont des difficultés à pouvoir faire des retraits parce que les distributeurs ne sont plus systématiquement alimentés. Or, pour les besoins primaires du quotidien, il faut bien avoir accès à un peu de liquidité, et donc nous avons demandé que il soit assuré que les agents de la Poste puissent, s'il le faut, réalimenter ces distributeurs automatiques de billets, et que bien évidemment les plafonds, notamment s'agissant des retraits, soient revus à la hausse, et que bien sûr le travail des agents de la Poste se fasse dans des protections sanitaires, dans des conditions sanitaires optimales vu la situation. Bon, ça c'était simplement mes interpellations là-dessus. Ensuite, donc tout le monde pose ses questions, hein. Et après il y a un tour de réponse des différents ministres en présence. Donc, je vous dis un peu les grandes lignes de ce qui s'est raconté. Sur l'intervention du ministre de la Santé, Olivier Véran, il nous a confirmé que la dynamique d'augmentation des cas graves que l'on voit notamment à l'hôpital et en réanimation est une dynamique sur 5 à 6 jours qui est continue. Continue, ça veut dire qu'on n'est pas dans une dynamique exponentielle des cas graves, mais néanmoins elle est soutenue et elle se maintient plutôt. Il nous a également alerté sur le fait qu'évidemment il fallait pouvoir discuter de déconfinement. Et moi j'attire votre attention sur le fait que ce matin m'est apparu très clairement dans la réunion que beaucoup des choses qu'avec Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis nous avions mis en circulation et en réflexion sont maintenant clairement enfin débattues. Enfin on peut parler de la planification du déconfinement. Et d'ailleurs le terme de planification est dans de plus en plus de bouches, à la fois s'agissant du déconfinement, mais s'agissant de toute la situation globale. On a vu par exemple, je ne sais plus quel intervenant, je crois que c'est M. Lagarde, dire qu'il fallait renouer avec le ministère du Plan en France. On a vu beaucoup de gens comme ça être finalement infusés par les idées que nous mettons en circulation, preuve s'il en fallait une que c'est utile. Donc le ministre de la Santé dit oui, le déconfinement, il faut en parler, mais il voulait mettre en garde aussi sur le fait qu'il ne faudrait pas qu'on donne l'impression en parlant de déconfinement que finalement on souhaiterait que ce soit pour demain ou alors que le temps du déconfinement serait déjà venu. Parce qu'une certitude, c'est qu'à l'heure où on se parle, la situation, vous le savez, est grave dans les hôpitaux et la meilleure manière d'y répondre, c'est de respecter le confinement le plus strict possible et qui est indispensable. Sur les protocoles thérapeutiques à l'essai, notamment s'agissant, vous le savez, de l'hydroxychloroquine et de l'azithro, l'antibiotique proposé. Il y a actuellement au total, toutes molécules confondues, au-delà de celle-ci simplement, 13 protocoles en cours. D'autres sont à venir.
Certains de ces protocoles, d'après le ministre de la Santé, portent sur ce protocole hydroxychloroquine et l'antibiotique proposé par le professeur Raoult, mais également d'autres protocoles sont réalisés sur d'autres antiviraux, et vous savez qu'il y a une étude appelée Discovery qui concerne 3200 malades en Europe. Le ministre de la Santé a concédé à une réponse, peut-être embryonnaire, mais une forme de réponse sur la situation de l'entreprise Famar, sur laquelle nous avions alerté. Elle produit au moins 12 molécules essentielles dont nous avons besoin. Elle produit de la chloroquine, pas de l'hydroxychloroquine, mais de la chloroquine. Et l'hypothèse d'une reprise de cette entreprise est à l'étude. Le ministre nous a parlé notamment d'un repreneur belge, mais alerte bien sur le fait que la chloroquine produite par Famar n'est pas le traitement expérimenté et notamment dans le protocole du professeur Raoult. Sur la question des masques, le ministre de la Santé confirme qu'il y a une compétition mondiale qui se joue, que tous les pays au monde sont en train de rechercher des masques de manière considérable. J'ai l'occasion de rappeler cette phrase qu'avait dit mon collègue François Ruffin, c'est que pour beaucoup de Français, apparaît absolument inacceptable que dans une grande puissance comme la France, alors qu'on sera bientôt équipé de la 5G, nous n'ayons pas de masque pour nos soignants. Ça apparaît quand même être un deux poids deux mesures considérable. Des choses tout à fait rudimentaires, essentielles, ne sont pas accessibles. Par contre, des grands projets qui apparaissent comme moins urgents en quelque sorte sont toujours avancés. A priori, ils sont en train d'étudier aussi, en plus des commandes et de l'augmentation de la production, le fait que les masques pourraient être éventuellement réutilisés ou que la matière première puisse être recyclée via un processus qui permet ce recyclage ou cette refabrication avec une garantie sanitaire, un processus de stérilisation. Évidemment, il a été question aussi de la capacité de test. Vous savez à quel point c'est central à la fois dans la situation que nous connaissons, mais aussi pour le déconfinement. Le ministre de la Santé nous indique qu'hier, nous en étions à une capacité de test de 20 000 par jour, que cette capacité augmente, mais effectivement, de notre point de vue, on est encore bien loin des étiages qui permettraient d'assurer du test massif en vue d'un déconfinement. Par exemple, il apparaît très clairement, et le ministre le confirme, que ce qui va être central pour la question du déconfinement, ce sera les tests sérologiques, c'est-à-dire à travers des prises de sang, pouvoir vérifier si nous avons été immunisés ou pas par rapport à ce virus Covid-19. Je ramasse un peu ce compte-rendu sur l'aspect économique maintenant, et notamment en réaction aux questions que j'ai pu poser sur les secteurs essentiels. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est intervenu et a lui indiqué que si certaines activités qu'on jugerait non essentielles étaient fermées, alors il serait spécialement difficile de les reprendre. Il a notamment justifié le fait que Airbus, car nous étions émus et nous continuons d'ailleurs à alerter sur le fait que la reprise de l'activité Airbus et de certaines chaînes de production nous paraît absolument pas essentielle et risque de mettre en danger des salariés. Et le ministre répond qu'il y a plusieurs secteurs dans lesquels, si on ne le fait pas, si on ne remet pas à l'activité certaines entreprises, eh bien la reprise dans quelques semaines ou quelques mois, compte tenu du processus, pourrait être mise en péril. Bon. Nous, clairement, nous maintenons notre position. Il faut établir la liste des secteurs indispensables et permettre à tous les autres de se confiner. Surtout que le ministre a procédé à une affirmation qui, moi, me paraît tout à fait douteuse. Il affirme qu'aucune activité ne reprend dans le pays tant que la sécurité sanitaire n'est pas garantie, filière par filière, entreprise par entreprise. Et, dit-il, aucun site ne rouvre sans conclusion d'accord en interne sur la sécurité sanitaire des salariés, en indiquant que pour lui, en tant que ministre, c'est sa priorité. Clairement, ça n'est absolument pas ce que nous vérifions sur le terrain. Partout, les retours nous viennent d'entreprises qui réouvrent ou de secteurs d'activité qui se poursuivent, qui a priori ne sont pas des secteurs stratégiques et essentiels dans la période que nous connaissons, et sans que des accords de ce type ne soient conclus. Donc nous allons effectivement procéder à des vérifications sur ces affirmations qui sont quand même importantes du ministre et qui nous apparaissent en décalage avec ce que nous vérifions sur le terrain. Le ministre Bruno Le Maire est lui aussi intervenu sur la question de Famar en disant que ils avaient notamment procédé à des négociations avec les banques grecques pour permettre de maintenir la ligne de flottaison Famar au-dessus de la ligne de flottaison, et il nous a indiqué qu'un appel d'offres avait été lancé auprès de Famar pour produire de la nivaquine
et que cet appel d'offres était piloté par le tribunal de commerce de Lyon. Cette affaire reste à suivre. En revanche, sur Luxfer, nous avons un sérieux point de désaccord avec le gouvernement. Car sur Luxfer, l'entreprise qui, vous le savez, est désormais fermée, mais produisait des bouteilles d'oxygène médical, donc des bouteilles, des contenants en quelque sorte, adaptés à la situation médicale, les salariés nous ont clairement indiqué que dès demain, ils étaient prêts à reprendre l'activité s'il le fallait et en appelaient à nationalisation du site et de l'entreprise. Et ils nous ont clairement apporté des garanties sur la capacité de l'activité et de sa reprise. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui, met cela en doute, dit que c'est impossible d'imaginer qu'on pourrait relancer Luxfer à très court terme et que, en quelque sorte, ça ne peut être qu'une solution de plus long terme. C'est un point de désaccord entre nous et je vous appelle pour que la situation de l'entreprise Luxfer et la proposition qui est faite par les salariés de reprendre dès qu'il le faut, dès demain s'il le faut, l'activité pour produire ces bouteilles de gaz, ces bouteilles d'oxygène médical puissent effectivement être entreprise par le gouvernement qui doit nationaliser Luxfer sans délai. Il y a une pétition qui est en circulation là-dessus et je vous invite évidemment à la signer et à la faire circuler. Ensuite, ce fut le tour de Christophe Castaner qui a pour l'essentiel parlé des dispositions liées au report de l'élection municipale dont je vous ai parlé à l'instant et du fait qu'il respectait la doctrine pour les masques sur les forces de l'ordre et notamment le fait que les masques étaient d'abord réservés au personnel soignant. Alors d'abord, moi je vous redis qu'il y a effectivement beaucoup de personnel soignant qui, à l'heure où on se parle, n'ont toujours pas accès aux masques, mais qui plus est, si on considère ce que sont les tâches de beaucoup de fonctionnaires, et y compris des fonctionnaires de police dans la période, ils devraient pouvoir bénéficier normalement de masques. Raison pour laquelle d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas de masques chirurgicaux, puisqu'ils n'ont pas de masques FFP2 que même les soignants peinent tant à avoir, eh bien désormais il y a des usines textiles, on parle de 45 entreprises qui vont se mettre à produire, qui déjà produisent, sont en train de produire des masques dits de catégorie 2 et 3, mais en tissu, pour pallier à l'absence de masques chirurgicaux et de masques FFP2. Bon, clairement, c'est mieux que rien, mais on voit véritablement que la question des masques est une question centrale et que les choix précédents qui ont été faits de ne plus procéder à des stocks importants et des stocks d'État parce que prétendument les usines de production chinoises devaient être réactives et pouvoir faire face à toute épreuve, précisément quand l'épidémie commence en Chine et que la Chine, pour s'en prémunir, stoppe une partie de sa production, c'est extrêmement compliqué de pouvoir faire valoir ce type de raisonnement et ce grand déménagement permanent du monde qui ne fonctionne pas. Il faut pouvoir garantir l'indépendance dans des secteurs stratégiques et évidemment que face à des épisodes comme celui que nous connaissons, d'épidémie, de pandémie, eh bien, la question des masques est bien centrale. Édouard Philippe a pour sa part conclu sur trois sujets. Il est revenu sur la question des masques en disant oui, en général, vous, l'opposition, vous nous invitez concernant les tests à respecter les préconisations de l'OMS. Vous nous dites tester, tester, tester. D'ailleurs, on vous a dit c'est ce qu'on va essayer de faire. On va augmenter la capacité de test. Et bizarrement, sur les masques, dit-il, nous respectons strictement les préconisations de l'OMS, à savoir le fait que les masques ne sont pas nécessaires pour l'ensemble de la population, mais qu'il faut en privilégier l'usage pour le personnel soignant, et malgré ça, vous critiquez nos décisions. Mais non, nous ce que nous disons, c'est que, comme je l'ai dit à l'instant, le personnel soignant, encore à cette heure, n'a même pas les masques nécessaires. Donc même les préconisations de l'OMS, si tant est effectivement qu'il s'agisse de dire les masques doivent être d'abord réservés aux soignants, on veut bien le croire, mais même les soignants aujourd'hui n'y ont pas accès. Et pour nous, dans les 11 mesures d'urgence que nous avons présentées avec la France Insoumise, il y a l'idée essentielle que dans les secteurs d'activité où l'activité se poursuit, eh bien, ça doit être un salarié, un masque. Tout le monde doit pouvoir être protégé lorsque l'activité se poursuit, mais bien évidemment, d'abord ceux qui sont en première ligne, à savoir les soignants qui à cette heure ne le sont toujours pas. Le Premier ministre a reconnu qu'ils avaient abordé la période de crise avec une situation où les masques manquaient, et notamment pas de stock d'État de masques FFP2, puisque des décisions ont été prises de ne plus faire de stock pour les raisons notamment que je viens de vous expliciter liées à la production chinoise. D'ailleurs, les Chinois qui avaient une capacité de production de 20 millions de masques par jour en janvier en sont aujourd'hui à 300 millions par jour, ce qui montre aussi l'ampleur des commandes qui sont passées. Le Premier ministre a d'ailleurs évoqué lui aussi ces masques en tissu qui sont produits par
45 entreprises françaises, donc des masques qui ne sont pas des masques chirurgicaux FFP2, mais des masques de catégorie 2 et 3, et nous a assuré du fait que il y avait tous les protocoles en cours pour certifier l'efficacité de ces masques, bien évidemment pas en milieu hospitalier ou en milieu soignant, mais pour des professions qui seraient moins exposées, mais qui souhaiteraient néanmoins en bénéficier dans le cadre de leur activité courante. Ensuite, on a abordé le sujet central de la planification du déconfinement que nous avions appelé de nos voeux. Le Premier ministre, dans la même logique que le ministre de la Santé, nous a bien rappelé qu'il acceptait de répondre à nos questions sur la planification du déconfinement et qu'il fallait qu'on puisse en débattre et qu'il était prêt à ce qu'on en discute et en débatte. Mais il nous a bien alerté sur le fait qu'en débattre et en discuter faisait souvent que du coup ensuite toutes sortes de spéculations médiatiques peuvent avoir lieu sur l'idée que puisqu'on parle déconfinement, c'est donc que le déconfinement serait pour demain matin. Et il nous a dit qu'il était particulièrement inquiet de cela parce que dans quelques jours, ça va être les vacances scolaires et que certaines personnes se figurent que peut-être elles pourraient changer de lieu de confinement ou partir en vacances. Bon, évidemment, ça va de soi, ça n'est pas le cas. La consigne reste le confinement. Néanmoins, nous leur avons dit une chose. Vous avez pris un retard extrêmement conséquent à l'allumage, maintenant tout le monde le sait. Vous pouvez toujours communiquer pendant des lustres sur l'idée que vous avez été à la hauteur, que vous n'avez pris aucun retard. Tout le monde a bien compris, compte tenu de ce qu'a été votre communication sur le Covid pendant 3 semaines et le revirement de situation extrêmement accéléré, que oui, il y avait eu un retard sévère à l'allumage et qu'en plus, vous aviez adapté un discours d'ordre sanitaire à la gestion de pénurie de stock, notamment s'agissant des masques. Donc, cette improvisation, ce retard à l'allumage, de toute façon, il a eu lieu et nous le savons. Et il sera temps d'en faire le bilan parce que ça a des conséquences. Mais néanmoins, il y a une chose que maintenant on doit pouvoir prévoir et organiser autrement que l'entrée dans le confinement. C'est la sortie du confinement. Raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon a bien insisté sur cette idée, il faut le planifier. Et dans un cadre transpartisan, même si nous ne sommes pas médecins, on peut contribuer à la discussion et débattre des manières de procéder à ce déconfinement. Le Premier ministre a plutôt signifié son accord pour que nous puissions débattre de ces stratégies de déconfinement, mais il a bien insisté sur le fait qu'il fallait pour cela lever plusieurs inconnus. Il les a résumés. Il a dit que la stratégie de déconfinement dépend de la levée de certaines inconnues. Il les quantifie surtout pour les plus importantes d'entre elles au nombre de 3. La première, c'est la façon dont on va pouvoir procéder à des tests sérologiques, c'est-à-dire notamment au travers des prises de sang, et que la sérologie massive serait une priorité pour sortir du confinement. Vous devez savoir par exemple que les personnes qui actuellement vont donner leur sang, qui par définition quand elles vont donner leur sang c'est qu'elles sont asymptomatiques, eh bien quand elles donnent leur sang, on regarde, les scientifiques regardent si elles ont été en contact avec le virus, parfois même sans s'en être rendu compte, et donc si elles ont développé une immunité. Parce que la deuxième question qui va être centrale pour le déconfinement, c'est cette question de l'immunisation et de l'immunité. Comment le virus a circulé dans le pays et quelle est la part de la population qui a été en contact avec le virus et qui donc a été immunisée. Et il est clair que la stratégie de déconfinement ne peut pas être la même s'il y a une proportion considérable d'entre nous qui est immunisée ou s'il y a une proportion extrêmement faible d'entre nous qui a été immunisée. Donc cette question de l'immunité est aussi importante pour le Premier ministre, nous dit-il, pour pouvoir détailler une stratégie de déconfinement. Et ensuite, c'est bien évidemment la question des traitements et de l'efficacité des expérimentations qui sont en cours pour pouvoir juger de l'efficacité de tel ou tel traitement. S'il y a un traitement qui se révèle efficace, validé scientifiquement sur le Covid-19, et je sais que beaucoup de protocoles prêtent beaucoup d'espoir, et donc nous espérons qu'il soit concluant, eh bien dans ces cas-là, c'est plus facile de déconfiner que s'il n'y a pas de traitement du tout. En tout cas, une chose est sûre, pour le moment, le plus important, c'est bien de respecter les consignes sanitaires et de confinement et de rester confiné pour soulager les hôpitaux qui, à l'heure où l'on se parle, font face à la vague et vraisemblablement pour encore plusieurs jours. Ensuite, le dernier sujet qui a été évoqué, pour que je sois complet sur mon compte-rendu avec vous, ça a été notamment le sujet des concours, du baccalauréat, du recrutement de professeurs, bref, de l'éducation nationale et de tout ce qui est lié à cela. Maintenant, on a la certitude, ça a été confirmé ce matin par le Premier ministre, que le baccalauréat 2020 ne pourra pas être tenu dans les conditions habituelles du baccalauréat. Ça va sans dire. Ça suppose un rétro-planning qui ne peut pas être respecté dans cette période.
Donc il est absolument certain que le bac 2020 ne sera pas dans les conditions matérielles d'un bac habituel. A priori, il s'oriente plutôt vers une prise en compte du contrôle continu, soit exclusif, c'est-à-dire uniquement par contrôle continu, ce qui pose quand même question sur le caractère d'égalité républicaine face au baccalauréat et de centralité du diplôme, ou alors vers un contrôle continu en partie et peut-être l'organisation d'une épreuve, pourquoi pas une épreuve et pas non plus la totalité des épreuves. Bon, c'est encore en train d'être défini, mais d'après ce qui nous a été dit, il est certain donc, que le bac ne se tiendra pas dans les conditions habituelles, et deux, que l'hypothèse d'un décalage de la date du baccalauréat pour le tenir dans les mêmes cadres que d'habitude n'est pas l'hypothèse retenue. Donc on ira plutôt a priori vers le fait que le gouvernement choisisse d'aller plutôt vers du contrôle continu, soit à 100%, soit une partie avec l'organisation d'une épreuve par exemple. Voilà. Et je vous l'ai dit, la prochaine réunion d'information auprès des présidents de groupes parlementaires aura lieu dans 15 jours. Et puis 15 jours plus tard, les chefs de parti. Et donc j'y serai pour ma part, pas dans 15 jours, mais dans 4 semaines. Voilà, là je vous ai résumé les choses. Pour moi, ce qui est très clair, c'est qu'à la sortie de cette réunion, et d'ailleurs même en vous relisant le compte-rendu, que j'en ai fait en sortant tout à l'heure pour mes camarades et mes collègues, c'est vraiment l'impression qu'on ressort avec plus d'interrogations que de réponses, qu'incontestablement on a un gouvernement qui est mobilisé, mais qui est quand même dans une forme d'improvisation et de navigation à vue qui laisse complètement à désirer. Et une certitude aussi, c'est que sur l'aspect économique, ils nous donnent vraiment l'impression que certes ils ont compris que le choc serait brutal, serait rude, mais que finalement l'idée ce serait de revenir à l'état précédent le plus vite possible. Et ça, j'ai eu l'occasion de vous le dire, pour nous, il y a beaucoup de choses qui sont inacceptables. Le fait, par exemple, qu'ils choisissent d'augmenter la durée du temps de travail, de prendre la main sur les congés payés par accord d'entreprise, de permettre à l'employeur d'utiliser les RTT quand vous en bénéficiez, etc., c'est inacceptable. Et ça l'est d'autant plus que dans le même temps, ils ont refusé toutes nos propositions pour mettre à contribution celles et ceux qui ont le plus, notamment à travers le rétablissement de l'ISF, fût-il temporaire, ou la taxation sur les transactions financières dont on pourrait augmenter le taux. D'ailleurs, vous avez vu le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, faire cet appel aux dons et à la solidarité nationale, alors qu'ils ont refusé le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est quand même absolument terrible de ne pas être capable de montrer que celles et ceux qui ont le plus peuvent contribuer dans la période et d'en appeler finalement une nouvelle fois à ce que tout le monde paye. Non, il y a une exigence pour ça. Commencez par rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est 3,2 milliards d'euros à récupérer qui pourraient être directement investis dans la planification sanitaire et dans le fait de soulager, ils en ont bien besoin, les hôpitaux en ce moment. Bref, voilà, les amis, le but de cette vidéo était d'abord et avant tout d'être transparent avec vous sur la tenue de cette réunion, parce que ce sont des réunions qui ne sont pas publiques, mais où les chefs de parti participent avec les présidents de groupes parlementaires. Ce qui s'y raconte peut être raconté, et pour moi c'est assez essentiel que vous ayez de la visibilité sur ce qui se dit, sur où on en est, sur ce que nous raconte le gouvernement, sur les points que nous soulevons, sur les points d'alerte, et aussi que vous continuiez à nous alimenter comme vous le faites de ce que vous-même vous pouvez constater sur le terrain, soit dans votre situation professionnelle, dans votre situation personnelle. Et d'ailleurs, je vous rappelle que j'ai lancé une adresse mail pour ça, sur laquelle vous pouvez directement m'envoyer vos témoignages et vos contributions. L'adresse mail, c'est covid19@adriencatenins.fr. Et on reçoit beaucoup de témoignages, beaucoup d'interpellations qui nous sont très utiles dans notre travail, notamment de contrôle de l'action du gouvernement. Pour le reste, vous le savez, la France Insoumise est pleinement mobilisée. Je vous invite à retrouver, si vous ne l'avez pas encore regardé, notre plan en 11 mesures d'urgence que nous avons proposé et que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter. Il est toujours sur la plateforme de la France Insoumise. Également les mesures proposées au niveau européen par la délégation insoumise au Parlement européen, 25 mesures. Et puis aussi le fait qu'une page est maintenant dédiée sur la plateforme de la France Insoumise à la commission d'enquête que nous avons montée, qui est non officielle, ce n'est pas la commission d'enquête de l'Assemblée, c'est la nôtre. Le travail doit se poursuivre. Nous auditionnons beaucoup des secteurs stratégiques et vous pouvez retrouver toutes ces auditions, nous proposer d'autres auditions d'ailleurs, ou même contribuer vous-même par vos témoignages. Il y a beaucoup de contenus proposés en ce moment par la France Insoumise sur sa plateforme qui nous paraissent essentiels dans la période à faire circuler.
puisqu'évidemment, la proposition alternative que nous formulons, elle est toujours sur la table et on peut en faire la démonstration, y compris en ces temps de crise. Il y a beaucoup de sujets à traiter. Voilà, je termine en vous disant qu'on aura un rendez-vous sur lequel je vous espère nombreux et nombreux. C'est ce samedi à 14 heures. On organise les conditions de pouvoir continuer à militer même dans un espace confiné. Après tout, c'est normal, hein, les élus continuent à travailler, les parlementaires bossent, on se dit que les militants ont bien envie de militer aussi. Donc samedi à 14 heures, on organise une manif en ligne. Vous pouvez retrouver aussi sur le site de la France Insoumise toutes les informations. On va utiliser un hashtag qui sera plus jamais ça. On vous proposera un certain nombre de tweets pré-préparés que vous pouvez utiliser, mais on vous invite aussi à dire vous ce que vous en pensez, à témoigner, à évoquer les sujets que vous avez envie d'évoquer, les revendications que vous voulez porter, vos espoirs sur ce monde d'après que nous allons construire et qui commence dès maintenant et qui doit renverser, disons, la hiérarchie des valeurs qui nous ont poussés à cette catastrophe en réalité et qui ont tout fragilisé et tout détruit. Et donc c'est une manière aussi de politiser un peu cette séquence et ce soutien au personnel soignant. Parce que bien évidemment, il faut continuer à les applaudir tous les soirs à 20 heures, mais le personnel de l'hôpital public, ça fait plus d'un an, et bien avant le coronavirus, qu'il avait alerté sur la situation, qu'il avait dit que le principal problème qu'il avait, c'était le manque de moyens matériels, humains, et que tout cela participe d'un diagnostic qui est éminemment politique, et donc il faut pouvoir dans cette période ne pas confiner ni la démocratie, ni la politique, et ni le débat d'idées. Voilà, j'espère que ce compte-rendu vous a été utile. J'hésiterai pas à le refaire à chaque fois qu'il y a des réunions sur lesquelles j'estime que vous devez avoir l'information le plus rapidement possible. Voilà. Bon courage à toutes et à tous. Je vous espère en bonne santé. J'espère que vous et vos proches êtes prémunis, même si on voit maintenant de plus en plus de monde être concerné par, y compris parfois des formes bénignes, mais aussi, on le voit, de plus en plus de formes graves. Je pense bien sûr à toutes celles et ceux d'entre vous qui auraient des victimes du Covid-19 autour d'elles. Je pense bien sûr à ceux parmi vous qui sont en première ligne, le personnel soignant, tous ceux qui poursuivent leur activité au quotidien avec toutes les difficultés que ça suppose. Et évidemment que cette période, nous allons l'affronter ensemble et nous n'allons pas nous contenter de cela. Non seulement nous allons l'affronter ensemble, mais surtout, nous ferons en sorte qu'après la crise, on ne ressuscite pas leur monde qui a tout fragilisé, qui a tout mis en plus grande difficulté. Alors que nous le savons, demain nous aurons des crises d'une autre nature, notamment la crise climatique, à affronter avec une mobilisation d'ampleur, et on peut le faire, on peut organiser les choses autrement que dans cette vaste improvisation, le fait d'avoir tout remis entre les mains du marché avec le résultat que l'on connaît. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt.